Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les forces de sécurité vues de l'intérieur, un rapport choc du Sénat révèle l'envers du décor entre manque de matériel et de moyens humains. Les sénateurs dressent un constat accablant des conditions de travail des policiers et des gendarmes. Ils formulent 32 propositions pour un électrochoc. Le débat à suivre. Le Sénat s'attaque de nouveau au verrou de Bercy à l'occasion de l'examen du projet de loi contre la fraude fiscale. Les sénateurs vont une nouvelle fois tenter de mettre fin au monopole de l'administration en matière de poursuite pénale. Gérald Darmanin pourrait soutenir cette mesure, on en parle dans un instant. Les élus locaux boycottent la prochaine conférence des territoires. La menace planait depuis quelques jours. Les départements de France ayant décidé de quitter la table des discussions, ils sont rejoints dans leur démarche par les communes et les régions. Le décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Trani. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Après 6 mois d'enquête, 40 auditions et des déplacements sur le terrain, la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure a publié son rapport et les conclusions sont saisissantes. La Haute Assemblée décrit une réalité que le public est loin de soupçonner, celle d'une police et d'une gendarmerie aux moyens indigents et archaïques, même si ces difficultés ne sont pas insurmontables. Fabien Recker. Après 6 mois d'enquête, les sénateurs dressent un tableau plus qu'alarmant de l'état des forces de sécurité. Premier indice du mal-être, un taux de suicide parmi les forces de l'ordre supérieur de 36% à la moyenne nationale. En 2017, 50 policiers se sont donné la mort. Le rapport pointe aussi la pénibilité des rythmes de travail. Les policiers ne passeraient en moyenne qu'un week-end sur 4 ou sur 5 avec leur famille et accumulent les heures supplémentaires. Le rapport en comptabilise à ce jour près de 22 millions, ni récupérés ni rémunérés, un niveau jamais atteint. 21,8 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées et dont personne ne sait comment on va les payer. Il n'y a aucune autre administration, aucune collectivité, aucune entreprise qui pourrait se permettre cela. Et le malaise des forces de l'ordre s'alimente aussi des difficultés quotidiennes, comme le vieillissement, voire le manque de matériel. 10% du parc automobile a plus de 10 ans. Le rapport décrit des sirènes qui ne fonctionnent plus ou des portes coulissantes qui ne ferment pas. Et les conditions de vie des policiers se dégradent. L'offre de logement, en particulier pour les jeunes policiers affectés en région parisienne, serait très insuffisante. On ne prend même pas en considération leur situation familiale. Ils peuvent être mariés, avoir une compagne, avoir des enfants. Et les conditions sont vraiment déplorables. Face à l'épuisement professionnel des policiers et gendarmes, les sénateurs font 32 propositions, parmi lesquelles la rédaction d'un livre blanc sur l'emploi des forces de sécurité et l'inscription de mesures prioritaires dans la prochaine loi de finances. Et on va retrouver Tam Trani en direct de la salle des conférences pour une première réaction à ce rapport sénatorial. Tam, vous êtes avec le sénateur LR de Paris, Philippe Dominati. Oui, Philippe Dominati, l'un des spécialistes au Sénat des forces de sécurité intérieure. Eh bien, le rapport que brosse le Sénat de ces forces de sécurité intérieure, c'est un tableau très sombre. Il parle de crise, de malaise. Comment cela s'explique-t-il pour vous? Est-ce que c'est multifactoriel aussi? Bien, un travail très sérieux a été fait par le rapporteur et il a produit à l'unanimité un rapport décapant en faisant un constat que de nombreux spécialistes connaissaient depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, sur l'état des forces de sécurité intérieure. Constat qui marque surtout un déséquilibre entre le budget consacré au personnel et en équivalence aux moyens de fonctionnement et à l'investissement. Oui, c'est ce que vous dites. Finalement, on connaissait ce constat depuis des années. D'ailleurs, la majorité sénatoriale le défend. D'ailleurs, plus de moyens à tous les niveaux pour la police, au niveau de tous les budgets depuis plusieurs années. Est-ce que quelque part, la conclusion n'était pas écrite d'avance? Écoutez, depuis la crise du terrorisme et la crise migratoire, les gouvernements depuis 3 ans, 4 ans maintenant, puisqu'on a les chiffres de l'année 2017, ont augmenter effectivement les effectifs, mais au détriment du fonctionnement et de l'investissement. Alors on a là, le plus de personnel. Le gouvernement fait valoir qu'il fait un effort sur l'investissement, notamment l'investissement immobilier. Non, c'est faux. Il y a 5% d'investissement et de fonctionnement en moins qu'il y a 10 ans pour 30% de masse salariale en plus. Voilà, sur 10 ans, c'est très clair. La commission n'a fait que constater
ce qui a été dénoncé depuis pas mal de temps pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Pour vous, l'exécutif actuel ne fait pas exception donc par rapport au précédent, alors que Gérard malheureusement, Collomb a dit l'exécutif qu'il faisait... actuel avait annoncé un effort régalien, mais un effort qui était faible. Et par contre, dans l'exécution du budget de 2017, par 2 décrets, il a supprimé 136 millions, ce qui fait que l'effort sera extrêmement faible. Il fait valoir, en revanche, qu'il va y avoir des créations de postes, 10 000 postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat. Il rappelle oui, que... mais si c'est comme d'habitude, c'est-à-dire en déduction des voitures, des armes, de l'essence et de l'amélioration des commissariats et des gendarmeries, ça ne sert à rien. Il faut des moyens lorsqu'on augmente les effectifs. Tandis que là, on augmente les effectifs au détriment des moyens. Le Sénat demande donc parmi ses préconisations, qui sont nombreuses, un livre blanc de la sécurité intérieure, aussi des lois de programmation budgétaire. Finalement, ce sont les recettes aussi que l'on applique aux armées? Oui, on peut faire cela, mais ce qu'il y a de frappant dans ce domaine, c'est qu'il n'y a aucune réforme de structure. Il y a eu 2 crises d'exception, la crise du terrorisme, la crise migratoire, elles sont probablement pas finies, et on n'a pas du tout modifié le schéma et la structure et le comportement. Et ça, c'est assez préjudiciable. Autant on peut le comprendre de la part d'un gouvernement qui était discrédité à la fin du quinquennat précédent et qui gérait les affaires courantes, 3 ministres de l'Intérieur en l'espace de 6 mois, il n'y avait plus de visibilité, plus de vision à long terme. Autant cette fois-ci, sur un quinquennat, on attendait du président de la République qui voulait réaffirmer ce secteur régalien, un effort, une vision, et pour l'instant, elle n'y est pas. Bien, merci beaucoup Philippe Dominati pour votre réaction. De rien. Merci à vous, Tam. Les collectivités locales n'iront pas à la prochaine conférence des territoires prévue le 12 juillet. Elles ont décidé de boycotter ce qu'elles qualifient de simulacre de dialogue. En cause, la contractualisation, synonyme de remise en cause de la libre administration des collectivités. Explication Héloïse Grégoire avec Adrien Develay. C'est une première. Ensemble, les communes, les départements et les régions font bloc. Ils n'iront pas à l'instance de dialogue à Matignon et boycottent la conférence nationale des territoires prévue mi-juillet. Aujourd'hui, on quitte la table de discussion parce que ça ne sert à rien. C'est une impasse de dialogue. Demain peut-être, s'il y a des ouvertures, nous ferons mouvement collectif. Ça ne marche pas depuis 1 an. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour l'instant, tous les contacts avec les ministères sont gelés et le divorce est acté. Les raisons de la colère sont des promesses non tenues, comme la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression des emplois aidés ou encore les 13 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités. Emmanuel Macron a été élu, pour ce qui concerne les collectivités locales, sur un engagement 10 milliards de demandes d'efforts, donc de contribution à l'assainissement des finances publiques et à la réduction des déficits publics. 1 mois après son élection, il passe de 10 à 13 milliards. Donc cet engagement n'est pas tenu, il est amplifié. Les collectivités critiquent aussi la brutalité des méthodes et le manque de communication du gouvernement. Ah oui, on a reçu une claque. On a le RSA qui augmente actuellement. Hein. Voilà, il y a, malheureusement, dans l'économie française, il y a l'amélioration de l'emploi, mais le RSA augmente. La population vieillit. L'allocation pour les personnes âgées, on en donne de plus en plus. On prend mieux en compte le handicap. Donc tout ça nécessitait des solutions. Le gouvernement nous les avait proposées. Et puis comme un certain nombre de départements n'ont pas voulu signer les contrats pour des raisons qui leur appartiennent, du jour au lendemain, et on l'a appris par la presse, on nous a retiré ces propositions. Pourtant, selon un communiqué diffusé par Matignon dimanche, 70% des collectivités auraient signé ce pacte financier. Pour Hervé Morin, elles n'ont pas eu le choix. Si vous ne signez pas, regardez la région Pays de la Loire, vous n'aurez pas de compensation affichée aujourd'hui. Donc c'est du chantage. C'est ce que je vous dis. Ouvrir le dialogue et faire des propositions, voilà ce qu'attendent les collectivités. Le gouvernement maintiendra-t-il cette conférence des territoires réduite à peau de chagrin ? Le Premier ministre Édouard Philippe a réagi cet après-midi. C'était lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Ce gel des dotations, il a été dénoncé, monsieur le député, par l'ensemble des collectivités territoriales, à gauche et à droite. Puis, à partir de 2014, ce gel a laissé la place à une baisse des dotations aux collectivités territoriales, laquelle a été unanimement critiquée et contestée. Nous avons voulu placer les relations financières
entre l'État et les collectivités territoriales sur un autre plan. Nous avons voulu faire en sorte que celles des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, qui représentent la plus grande part de la dépense publique locale, soient liées avec l'État par un pacte financier qui garantit la pérennité de ces subventions et qui prévoit non pas une baisse, mesdames et messieurs les députés, des dépenses publiques locales, mais une progression maîtrisée à 1,2% en plus par an. 1,2% en plus par an. Et on continue les réactions à ce boycott de la prochaine conférence des territoires par les associations d'élus. Pour en parler, Tam Tranui, vous êtes avec Jean-Marie Bockel, c'est lui le président de la délégation aux collectivités territoriales au Sénat. Tout à fait, Jean-Marie Bockel, donc président de la délégation aux collectivités au Sénat. Approuvez-vous la décision de l'ARF, de l'ADF, de l'AMF de boycotter la conférence nationale des territoires? En ce qui nous concerne, nous nous sommes vus ce matin avec le président Larcher et nous serons présents tant demain qu'à la conférence le 12 juillet. Je pense que notre devoir, c'est d'être là, de ne pas évidemment pratiquer la politique de la chaise vide. Cela dit, est-ce que vous comprenez cette décision ? Nous constatons, par rapport aux grandes associations avec lesquelles nous sommes en dialogue constant, un problème de méthode. Je pense que tout le monde sait que c'est difficile. Tout le monde sait que chacun est obligé de serrer les boulons. Il y a un sujet de fond, c'est que l'État doit donner l'exemple, alors que beaucoup a déjà été demandé aux collectivités territoriales. Et les collectivités, leurs associations aujourd'hui sont en attente de respect par rapport aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le Premier ministre et dans bien des domaines, le gouvernement fait du bon travail. Mais sur ce point, nous avons une vraie difficulté. Et si des gens aussi équilibrés que Dominique Bussereau, dont la tâche n'est pas facile à la tête des départements, et solidaire d'une telle démarche, c'est que ça doit interpeller le gouvernement. Oui. Et moi, je souhaiterais que d'ici le 12, il y ait une remise à plat. Il n'y aura pas de pédé brave, de poursuite du dialogue, si à un moment donné, il n'y a pas un geste du gouvernement. Car s'ils le font, c'est qu'à un moment donné, il y a un ressenti que nous devons comprendre. Certains jugent au niveau de ces instances qu'il y a un diktat de la part du gouvernement, un chantage de l'État. Vous parlez de Dominique Bussereau. L'ADF reproche la volte-face sur le financement des aides sociales. On a entendu François Baroin qui a jugé qu'on avait demandé trop d'efforts aux collectivités, juste un mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Oui, non, mais tout ça, ce sont des questions qui sont sur la table depuis longtemps. Nous, à la délégation, nous avons reçu toutes les associations, encore la semaine dernière, les départements. Et il y a d'un autre côté le travail qui a été fait par Alain Richard et le préfet Bure, et qui naturellement fait des propositions qui font débat, parce qu'il y a toujours des gagnants et d'aucuns qui considèrent qu'ils sont perdant d'une démarche, notamment en matière d'autonomie fiscale. Donc moi, là, j'ai pas vocation à trancher et à arbitrer. Je reconnais que la tâche du gouvernement n'est pas facile. La tâche des associations représentant les communes, les départements, les régions, tout ça, après toutes ces réformes, à un moment de mutation à toute vitesse, de baisse de dotation, c'est extrêmement difficile. Il n'y a qu'un chemin, c'est le dialogue. S'il y a aujourd'hui ce boycott, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une maldonne, un malentendu, une incompréhension, une maladresse, un manque de respect. Il faut reprendre la main. Et pensez-vous que le dialogue, justement, puisse être renoué quand on voit ce boycott de la Conférence nationale des territoires? C'était l'instance de dialogue principale. Et là, est-ce qu'elle se réduit à peau de chagrin? Si vous voulez, le boycott, c'est un cri d'alarme. Il faut savoir que dans ces associations, il y a aussi des débats, il y a aussi des jusqu'au-boutistes et des gens plus raisonnables. Ceux qui aujourd'hui ne viennent pas sont des gens raisonnables. Donc c'est un cri, c'est un appel. Ce n'est pas définitif, ça n'est pas fermé. C'est au gouvernement maintenant de prendre l'initiative, c'est au Premier ministre de reprendre l'initiative. Et j'espère que demain matin, où nous serons présents, nous entendrons des signes d'ouverture en direction de ces associations qui sont respectables. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. On en vient maintenant à notre page consacrée à l'examen du projet de loi contre la fraude fiscale. Il débute cet après-midi au Sénat en première lecture. Ce texte a pour ambition de s'attaquer aux grands fraudeurs, mais pas seulement. Les explications de Samia Dechir. On parle de 60 à 80 milliards d'euros par an, mais il n'existe en réalité aucune estimation officielle concernant la fraude fiscale. Une chose est sûre, le manque à gagner pour l'État est énorme. Le projet de loi discuté aujourd'hui au Sénat vise tous les fraudeurs du fisc,
petits et grands, ainsi que leurs intermédiaires, ces cabinets proposant des montages clés en main d'évasion fiscale. C'est une idée que nous avons eue en écoutant ceux qui font des perquisitions fiscales à Bercy. Ils constatent parfois qu'ils ont des documents qui démontrent qu'il y a eu des gens qui ont proposé des montages et qui manifestement les industrialisent, et nous n'avons pas la possibilité de condamner ces gens. Le projet de loi prévoit pour ces intermédiaires des amendes allant jusqu'à 50% de leurs honoraires. Le texte vise aussi les plateformes type Airbnb qui risqueraient 50 000 € d'amende lorsqu'elles ne transmettent pas au fisc les revenus d'un utilisateur. Le gouvernement propose également de rendre public le nom des grands fraudeurs. Au Sénat, la commission des finances a enrichi le texte d'une proposition contre la fraude à la TVA sur Internet. Aujourd'hui, à travers les achats qu'on fait sur Internet, la TVA doit normalement être payée et on constate qu'un certain nombre de plateformes, de grandes plateformes en ligne, la TVA n'est pas toujours payée. Donc on a un dispositif qui fait en sorte que la plateforme, c'est-à-dire celle sur laquelle on achète, soit en quelque sorte responsable du paiement de la TVA. Cette fraude à la TVA est estimée pour la France à plus d'1 milliard d'euros par an. Et on va retrouver Saveria Roja qui nous attend dans l'hémicycle du Sénat. Saveria, les débats ont débuté. Où en est-on dans la discussion générale cet après-midi ? Eh bien, la discussion générale vient de s'achever. La discussion des articles vient donc tout juste de commencer. L'opposition à ce texte, il faut le savoir, hein, on l'a compris, elle se cristallise autour du verrou de Bercy, ce dispositif qui donne au ministère des Finances le monopole en matière de poursuite pénale pour fraude fiscale. Alors, la commission des finances du Sénat a en partie seulement supprimé ce verrou. Le rapporteur Albéric de Montgolfier s'est appuyé sur les chiffres. Sur 15 000 dossiers, seulement 1000 sont transmis au parquet. Le nouveau dispositif adopté donc par la commission des finances, l'amendement d'Albéric de Montgolfier, prévoit que ces dossiers seront transmis uniquement s'ils répondent à 3 critères: des faits susceptibles de pénalité d'au moins 80%, des droits fraudés d'un montant élevé et enfin des cas de récidive ou de fraude fiscale aggravée. Cette mesure, elle pourrait soulager les tribunaux et on passerait de 1000 à 1500 dossiers sanctionnés. Donc, les contentieux doivent être concentrés sur les fautes les plus graves. C'est ce qu'a expliqué de nouveau à l'instant pendant la discussion générale le rapporteur Albéric de Montgolfier. Le gouvernement, par la voix du ministre, Gérald Darmanin, se dit lui favorable à cet aménagement, à ce mécanisme imaginé par la commission des finances du Sénat. Attention pour la gauche, c'est un aménagement à minima et non une suppression du dispositif. Le verrou n'est pas supprimé, estime la socialiste Sophie Dallier-Polian. Nous sommes plus que déçus. Éric Bocquet, grand spécialiste de ces questions, Éric Bocquet vient lui de parler de changements cosmétiques. Voilà donc pour le début de l'examen de ce texte. Merci à vous, Saveria. Et on va justement analyser les enjeux de ce projet de loi avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Laporte. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate fiscaliste, docteur en droit, et vous vice-présidez l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Vous êtes par ailleurs conseillère régionale LR d'Île-de-France. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Sophie Dallier-Polian. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne, membre de la commission des finances. Jérôme Bachere est également sur ce plateau, sénateur LR de l'Oise, également membre de la commission des finances. Et puis Vincent Charmoyot, vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. Bienvenue à vous. Première question pour vous, Sophie Dallier-Polian, puisqu'on a entendu justement ces précisions de Saveria Roja sur cette question du verrou de Bercy. Il va bien sûr en être beaucoup question lors des débats autour de ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Est-ce que le gouvernement pourrait soutenir la proposition de la commission qui propose, alors ce qui n'est pas une suppression complète selon vous, ou aller plus loin et réellement supprimer ce verrou de Bercy? Écoutez, nous attendrons de savoir l'avis du gouvernement sur les amendements qui ont été déposés et qui sont différents selon l'option qu'on a. Donc je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Pour ce qui nous concerne, le texte qui a été adopté par la commission ne nous satisfait pas. Effectivement, on parle de verrou de Bercy, mais c'est inexact. Le verrou de Bercy, en ce qu'il est résumé en 4 mots dans le livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité. Donc, sous peine d'irrecevabilité, personne d'autre que le ministre des Finances ne peut porter plainte auprès de la justice pénale
pour des faits de fraude fiscale. Et ça, c'est toujours dans les textes. Jérôme Bascher, c'est une brèche qu'a ouvert le Sénat. C'est un travail fait de longue haleine et de manière assez consensuelle en vérité sur ce point. Le travail que nous avons accompli il y a 2 mois, mais un travail qui est fait au Sénat depuis 2012, a consisté à regarder quels étaient les éléments objectifs qui permettaient à l'administration fiscale de transmettre au parquet. De toute façon, et c'était très bien rappelé par un de nos collègues en séance, les poursuites, ça reste le procureur qui choisit de poursuivre ou pas. Mais la transmission, la plainte est dorénavant obligatoire pour l'administration fiscale dans le texte adopté par la Commission des finances pour des fraudes d'un certain montant et avec des personnalités, notamment les parlementaires sans doute, mais des personnalités qui ont à en connaître, et également le problème de la récidive. Tout ça, ça implique une plainte obligatoire. Il n'y a plus donc la Commission des infractions fiscales. Celle-ci était l'une des parties du verrou. Cette partie-là saute. Manon Laporte, est-ce qu'on peut réellement lutter contre la fraude fiscale de façon efficace sans faire sauter complètement ce verrou de Bercy? Alors déjà, j'ai une petite observation. La commission des infractions fiscales était présentée comme une garantie des contribuables. On l'a écrit avec Ludovic Hérault il y a un certain nombre d'années. C'était pas une garantie du tout. Donc c'était une garantie complètement en trompe-l'œil. Et puis il y a d'autres façons qu'on peut poursuivre un contribuable, c'est le blanchiment de fraude fiscale. Et d'ailleurs, les juges d'instruction ne se privent pas au pôle financier. Donc on peut, en escroquerie TVA et en blanchiment de fraude, finalement, juger et faire porter le dossier au parquet financier et au juge. Donc il n'y a pas que la fraude fiscale stricto sensu. Non, mais si le juge n'a pas connaissance des faits, il ne peut pas poursuivre pour blanchiment ou quoi que ce soit. Donc l'important, c'est que les informations puissent être transmises au juge afin qu'il décide de poursuivre ou non. Vincent Charmaillot, peut-être le point de vue des magistrats. On est très loin de lever le verrou, très très loin. On est donc un aménagement purement cosmétique. Le principe, c'est aujourd'hui, sur une cinquantaine de milliers de dossiers de fraude fiscale qui sont décelés chaque année, il y en a environ 4000 qui concernent à la fois des faits nettement frauduleux et des faits qui dépassent 100 000 euros de préjudice. Sur ces 4000, aujourd'hui, il n'y en a que 1000 qui sont soumis à la justice. C'est-à-dire qu'il y en a 3000 qui disparaissent, pour lesquels il n'y aura pas de sanction pénale, pas de poursuite. C'est des délits qui sont commis pour lesquels, du seul fait de l'administration fiscale, il n'y aura pas de poursuite parce que l'administration fiscale, pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont en tout cas parfaitement opaques, ne souhaitent pas porter ces 3000 dossiers devant les tribunaux. D'où viennent ces blocages? Simplement, sur l'amendement qui est prévu, on va passer de 1000 sur 3000 à environ 1300 sur 3000. On est dans l'aménagement à la marge. Le verrou, on ne l'en trouve même pas. Alors, il faut parler du principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que lorsque les dossiers sont transmis à la Commission des infractions fiscales, donc pour les dossiers les plus importants, pas pour dire une petite fraude occasionnelle, pour les dossiers les plus importants, ça ne donne lieu chaque année qu'à 70 condamnations. C'est pas de prison. 70 condamnations de prison, c'est quand même pas Non, attendez, mais attendez. 70 détentions fermes, 70 dossiers importants. On ne peut pas savoir si et en ce sont les 10 ans, dossiers les plus importants. 4 personnes ont été finalement condamnées. Et quand vous pensez que le plus exemplaire des cas n'a pas été condamné à de la prison ferme. Quel exemplaire Celui de l'ancien ministre du Budget. 2 ans ferme. Il ne va pas en prison pour le français. Si vous appelez ça de la bonne justice, aux yeux des Français, c'est la justice. Alors ça prouve peut-être qu'il y a des évolutions à apporter. Et c'est donc là qu'il y a un problème. La justice, aujourd'hui, n'est pas une vraie garantie derrière par rapport mais l'opacité du ministère des Finances n'est pas une garantie non plus. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des dossiers les plus graves, mais ce n'est pas vrai. Il y a 4000 dossiers chaque année, et les chiffres sont à peu près constants chaque année, qui sont des faits de fraude quand même relativement graves. Or, il n'y en a que 1000 qui sont transmis à la justice, et on ne sait pas quels sont les critères qui président au choix de tel ou tel. Donc,
il est absolument indispensable que ces 4000 dossiers, les critères sont définis par circulaire, mais sont totalement opaques. Et d'aucuns disent que ces circulaires ne sont pas extrêmement bien, ne sont pas très bien mises en œuvre. Puisque d'ailleurs, tout le monde concorde à dire qu'il faut mettre des critères dans la loi. Si ça fonctionnait, alors personne ne dirait qu'il faut les mettre dans la loi. Or, il faut les mettre dans la loi et de manière... Oui, mais vous les avez mises de manière cumulative. Alors, quels sont-ils ces critères? C'est bretelles, etc. C'est tout à la fois qu'il faut avoir fait pour passer devant le juge. Je pense qu'il y a un certain nombre de ces critères, ils ne doivent pas être cumulatifs. C'est si on récidive avec une fraude grave, on passe devant le juge. Si c'est un montant important, on passe devant le juge. Ou si on est dans le cas de fraude aggravée, type homme de paille, compte à l'étranger, on passe devant le juge. Il ne faut pas que ce soit tout ensemble. Alors, Sophie Taillé-Polian, on va peut-être écouter Gérald Darmanin, puisqu'il a laissé justement entrevoir qu'il allait peut-être soutenir le Sénat. Il l'a dit à François Vignal et Samia Deschaux. Écoutez. Combien représente la fraude fiscale en France? De très nombreux chiffres sont avancés. Comme toujours, il est difficile de définir un montant de quelque chose qui est caché. J'entends des chiffres qui sont parfois donnés de 60 à 80 milliards. Je m'étonne de ces montants qui correspondent parfois à l'exact montant de déficit public. Mais il est vrai que le montant de 20 milliards, constaté régulièrement, notamment dans le budget précédent, pas simplement de fraude, de redressement en tout genre, mais qui permettent d'avoir un chiffre officiel porté par le gouvernement, dont nous recouvrons que 12, est sans doute bien en deçà de ce qui existe en termes de fraude fiscale. Je dirais donc à première vue que le montant de la fraude fiscale se situe entre 20 et 80 milliards d'euros par an. On voit que c'est difficile, qu'il y a effectivement beaucoup d'opacité sur ces chiffres de ce que représente la fraude fiscale en France. Vincent Charmoyaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Par définition, la fraude fiscale, c'est une activité occulte. Ce sont des faits qui ne sont pas déclarés. On est contraint à estimer. Après, moi, je ne veux même pas rentrer dans le débat de savoir si c'est 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards ou 80 milliards. C'est un phénomène qui est massif, qui porte sur des sommes extrêmement importantes. Pour mémoire, on a une justice qui a des moyens qui font de nous la honte de l'Europe. Le budget des tribunaux, c'est 3 milliards par an. Voilà, ça remet les choses en perspective. 20 milliards, c'est pas rien. Et quand bien même ce serait uniquement 20 milliards, c'est déjà énorme et ça nécessite des mesures bien plus vigoureuses et bien plus sérieuses que ce qui est envisagé en l'espèce. Manon Laporte, le gouvernement manque son objectif de lutte contre la fraude fiscale avec ce texte, selon vous ? Non, je pense que déjà, c'est quand même une avancée certaine. Mais ce que je dois dire, c'est qu'à un moment donné, l'administration fiscale, je ne la défends pas du tout, doit savoir si on peut recouvrer ou pas de l'argent dissimulé. Donc, est-ce que c'est forcément en portant plainte, parce que c'est aussi un levier d'action? Non, mais c'est la réalité des choses. Est-ce qu'on peut obtenir? On leur dit, bon, écoutez, dans certains dossiers, moi-même, j'ai été à la manœuvre, j'aurais dit, bon, écoutez, vous voulez recouvrer de la TVA ou pas? Si vous voulez recouvrer de la TVA, on abandonne. C'est l'objet d'une transaction. Tout dépend quelle est l'ambition. C'est comme ça que ça se fait. Et alors, à un moment donné, on préfère recouvrer. Tout dépend quelle est l'ambition. En effet, c'est l'administration fiscale aujourd'hui qui décide si on va poursuivre ou pas. Elle le décide pour des critères et des motifs qui sont les siens et qui tiennent uniquement à est-ce que ça va faciliter le recouvrement ou pas. Et uniquement dans l'idée de recouvrer le mieux, le plus vite, les sommes fraudées. C'est quand même essentiel. Alors, c'est peut-être essentiel, en effet. Mais ça se réduit à récupérer ce qui a déjà été fraudé et on abandonne. Pas du tout. Vous ignorez les procédures fiscales. Alors, on abandonne. Vous ignorez les procédures fiscales, monsieur. Tous en même temps. On abandonne toute perspective de dissuasion. Mais pas du tout. Vous ignorez totalement la procédure fiscale. Si quand quelqu'un... C'est dommage. La transaction sur le montant même. même. Sophie Taillé-Polian, vous souhaitez intervenir, allez-y. Oui. Écoutez, effectivement, moi, ce que je souhaite dire, c'est que M. Bacher parlait d'une justice à deux vitesses. Et effectivement, quand on voit qu'il y a des fraudeurs qui peuvent discuter tranquillement et que pour certains petits délits, on passe immédiatement devant le juge, là, je pense qu'effectivement, il y a une justice à deux vitesses. Quand vous voulez un autoradis, on ne se contente pas de vous demander de le rendre. Après, je pense aussi qu'il faut... la fraude fiscale fait l'objet de sanctions de l'administration qui sont quand même des sanctions relativement importantes. Donc tout le monde s'accorde à dire que l'intégralité des fraudes ne doivent pas être transmises aux tribunaux. Cependant, les fraudes les plus graves doivent l'être. Et ceci de manière suffisamment large pour que l'effet dissuasif soit maximum. Monsieur Bacher disait la justice ne condamne pas. Mais si la justice ne condamne pas aujourd'hui, c'est qu'elle a le sentiment, et à mon avis ce n'est pas qu'un sentiment, qu'on ne lui transmet pas les dossiers les plus importants.
les entreprises qui fraudent réellement, avec lesquelles on préférera discuter. Donc moi je pense qu'il est temps de cesser avec cela, parce que cela fait que dans notre société, les gens qui payent honnêtement leurs impôts, c'est ce que vous dites, Sophie évidemment, se sentent floués. Oui. Sur peut-être, Jérôme Bascher, sur l'efficacité de ce projet de loi, puisque il y a eu beaucoup de lois, notamment dans le précédent quinquennat, de lutte contre la fraude fiscale, et là, on voit encore un nouveau texte. C'est toujours la même chose entre, vous savez, le bouclier et l'arme. Hein. C'est la même chose. Aujourd'hui, et dans le texte, nous en parlons, il y a toutes les fraudes liées aux plateformes numériques. Donc là, il faut inventer des nouvelles solutions. C'est ce que nous avons fait au Sénat, dans la Commission des finances. Mais à chaque fois, il va falloir refaire des nouveaux textes. Et je crois que notre collègue centriste le disait, parler de nouveau de la fraude fiscale cette année, ce n'est pas une fois de trop. Ce sera toujours un des sujets tant qu'il y aura des impôts. Comme j'ai dit au ministre, c'est plus simple de supprimer les impôts pour dire qu'il n'y a pas de fraude fiscale. Car les montages financiers sont de plus en plus complexes et on a encore vu le scandale des Panama Papers. Est-ce qu'avec ce texte, par exemple, on pourrait éviter un tel scandale, Jérôme Bascher? Certes non. Certes non. Il ne faut pas arrêter de s'illusionner. Mais en revanche, on va permettre et obliger les plateformes numériques à avoir un numéro de TVA. Aujourd'hui, quand vous achetez sur Internet, le numéro de TVA n'est pas là, et donc vous avez parfois votre téléviseur 20% moins cher. Ces 20%, il ne faut pas chercher tellement où c'est passé dans de la fraude à la TVA. Eh bien, nous allons lutter contre cela avec ce texte. Alors, oui, moi, je voudrais apporter. Ce texte ne répond pas à un enjeu qui, à mon sens, est majeur, qui est la différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un montage qui est fait principalement, substantiellement, pour ne pas payer d'impôts et un tout petit peu parce que ça fait de l'activité économique, il faudrait qu'on arrive à changer la loi et changer la Constitution pour faire en sorte que cette zone grise qui pose aujourd'hui problème n'existe plus, que les choses soient claires. C'est le cas dans un certain nombre de pays comme au Royaume-Uni. Nous devrons certainement pour ce faire changer la Constitution puisque le Conseil constitutionnel a jugé que ce n'était pas possible dans l'État, mais c'est demain, vraiment l'enjeu sur lequel il faut se concentrer. Avant de poursuivre ce débat, on retourne salle des conférences où nous attend Tam Tranui pour une réaction. Vous êtes avec le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, c'est à vous. Et oui, un des grands spécialistes de l'évasion fiscale ici au Sénat, Éric Bocquet. Tout simplement, est-ce que le projet de loi de lutte contre la fraude qui est discuté cet après-midi pour vous va assez loin? Je suppose que non, vu le nombre d'amendements que vous portez. Oui, beaucoup d'amendements, effectivement, pour tenter de renforcer le contenu de ce texte qui a une portée vraiment très limitée, qui n'a pas vraiment d'ambition globale. Un texte d'affichage, en quelque sorte, pour vous? Un texte d'affichage, à mon avis, mais qui ne va vraiment pas au fond des choses. Il n'y a rien sur les GAFA, par exemple, le grand sujet du moment, l'économie numérique, ces grands groupes les géants du numérique, Amazon, voilà, etc. qui échappent pour l'essentiel à l'impôt. On a cité quelques exemples. La liste des paradis fiscaux européennes qu'on veut fusionner avec la liste française, c'est une plaisanterie, très honnêtement, parce que aucun État membre de l'Union européenne n'y figure. On peut parler de l'Irlande, du Luxembourg, qui a, depuis l'affaire LuxLeaks en 2016, signé 599 rescrits fiscaux du même tonneau que ceux qui avaient été dénoncés précédemment. Voilà, le Luxembourg ne figure pas sur cette liste des paradis fiscaux, c'est un non-sens absolu. Donc cette liste est inopérante, inefficace. C'était étonnant parce que finalement, il y a eu plusieurs scandales sur l'évasion fiscale. Il y a eu plusieurs textes qui ont tenté de répondre à cela. Et finalement, est-ce que la loi a réussi à évoluer au fur et à mesure des scandales, ou est-ce que pour vous, les choses continuent de piétiner? Je pense qu'on n'a pas une approche suffisamment globale. Il n'y a aucun élément sur l'international non plus dans ce texte. Et à l'évidence, la France doit avoir un rôle pilote. Je suis le premier à le dire là-dessus. On ne doit pas attendre que les autres fassent pour faire. La France peut bouger, peut influer et peut peser au sein de l'Union européenne, par exemple, pour avoir une action internationale. Et à l'échelle mondiale, voilà, c'est une mesure qu'on avait portée il y a quelques semaines ici dans l'hémicycle, d'une COP fiscale, d'une COP de l'harmonisation fiscale dans le monde. Voilà. Un mot tout de même sur la question du verrou de Bercy, avec ces apports de la Commission. C'est une suppression partielle. Pour vous, est-ce que c'est mieux que rien ou c'est un trompe-l'œil? Suppression partielle, effectivement, c'est insuffisant, ça ne va pas assez loin. Ce n'est pas ça qui sera de nature à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la politique au sens large, parce qu'on est toujours dans le sentiment qu'il y a une justice à deux vitesses, et ça, c'est inacceptable dans cette République. Bien, merci beaucoup, Éric Bocquet, d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam pour cette réaction. Vincent Charmaillon, on voit qu'il y a aussi un problème d'harmonisation fiscale. Ça, c'est un frein à la lutte contre justement la fraude fiscale, selon vous?
Vous voulez dire entre les pays et notamment sur la liste des paradis fiscaux. C'est certain qu'au niveau européen, notamment, mais pas qu'au niveau européen, avec un certain nombre d'États très peu coopératifs, ça crée des espaces sur lesquels jouent les fraudeurs, et puis aussi un certain nombre d'acteurs économiques, et qui, sans être exclusivement fraudeurs, sont dans une optimisation fiscale et dans une évasion fiscale extrêmement agressive. Ça, c'est certain qu'on est très insuffisant sur ce plan-là, et l'extension de la liste des paradis fiscaux, c'est vrai que ça pose la question des pays européens qui ont un comportement extrêmement problématique. En premier lieu, le Luxembourg, l'Irlande et puis aussi les Pays-Bas. Manon Laporte, on sait que le gouvernement envisage aussi de rendre public le nom des grands fraudeurs, ce qu'on appelle en anglais le name and shame. Ça, c'est une mesure suffisamment dissuasive, on est plutôt dans le gadget, selon vous? Moi, je pense que c'est très dissuasif parce que les entreprises n'aiment pas qu'on voit leur nom à côté. C'est une atteinte à la notoriété, une atteinte à leur image. Et je pense que c'est une bonne mesure. Parce que ça permettrait effectivement que les entreprises évitent de frauder. Mais je voulais vous réagir à l'abus de droit fiscal dont vous avez parlé. C'est pas de la fraude. Alors, c'est vrai que c'est limite la fraude. Il ne faut pas confondre tous ces termes. Non. L'abus de droit fiscal, c'est 80% ou 40% en cas de manœuvre frauduleuse. Et donc, c'est pas vraiment de la fraude fiscale. Et je rappelle quand même 2 secondes que... Il y a souvent faute morale, madame. Faute morale, de vouloir à tout prix échapper à l'impôt. Non, mais la faute morale, c'est ça aussi sur lequel on doit réfléchir. Elle n'est pas pénalement répréhensible. Non. Donc à ce moment-là, il faut réajuster les textes. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a le blanchiment de fraude fiscale permet quand même de condamner un certain nombre d'individus à de fortes peines et qui ne passent pas par la CIF, la Commission des infractions fiscales. Il ne faut pas l'oublier. Il y a l'escroquerie à la TVA et le blanchiment de fraude fiscale. Et l'article 40 qui permet aux agents, évidemment, de dénoncer tout type d'infraction. Donc vous avez quand même un arsenal juridique qui est présent. Mais insuffisant, Jérôme Bascher. Oui, alors c'est bien pour ça qu'on a essayé de compléter, puis d'essayer de remettre de la confiance. Quand même, dire les choses très clairement. La fraude dont il s'agit, on a souvent en tête des personnalités richissimes. Ce n'est pas l'ensemble des sujets, loin de là. 80% des cas de fraude, ce sont des sujets d'entreprise. Et si la loi est si compliquée, eh bien c'est pour cela qu'on fait de l'évasion fiscale, c'est pour ça qu'on fait des montages complexes. Si on simplifiait un peu nos lois fiscales, si on les harmonisait au niveau européen, bien sûr, là je suis totalement d'accord. Vous cherchez des excuses aux fraudeurs, Jérôme Bascher, non? Non, je ne cherche pas d'excuses aux fraudeurs, je veux être justement que les sanctions soient claires, nettes et impitoyables. Et l'administration qui aujourd'hui là-dessus est nette, claire et impitoyable, c'est Bercy. Car Bercy sait reconnaître, sait prendre à la source l'impôt et recouvre non pas, comme vous l'avez dit, les sommes dues, mais les sommes dues plus 40%, plus 80%, plus 100%, et éventuellement, et les transactions passent devant une commission des transactions qui est totalement transparente. Et donc c'est là encore, je crois, une erreur. Je vous invite à lire mon rapport sur le sujet. C'est vrai que le gouvernement, on le voit bien, a plutôt l'intention de récupérer de l'argent plutôt que faire condamner les gens. Oui, voilà, en abandonnant toute dissuasion. C'est un peu le problème. Et quand on parle des plaintes qui sont déposées pour les faits les plus graves, moi... Excusez-moi, mais en tant que praticien, je rigole. Moi, je veux bien entendre parler de mon ignorance de l'autre côté de la table. Mais vraiment, je rigole. Le commun de ce qui est déposé comme plainte par l'administration fiscale, c'est des PME minables en matière de restauration, de location de véhicules ou de bâtiments qui oublient de reverser 100 ou 150 000 euros de TVA. C'est beaucoup plus difficile de s'attaquer aux puissants. Non, ça veut dire que Bercy ne dépose pas de plainte, sauf exception, ne dépose pas de plainte autrement que sur des sociétés d'une importance extrêmement réduite, souvent déjà liquidées, et des sociétés qui ont un pied dans l'économie informelle. Est-ce qu'on peut changer d'échelle? Et Bercy ne va pas au pénal sur les cas sérieux. On a une opportunité de changer d'échelle si on suit les préconisations du rapport de l'Assemblée nationale, dont Mme Cariou a été la rapporteure, et qui a fait l'unanimité des groupes politiques à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au Sénat, on débatte d'une solution qui est nettement insuffisante, alors que tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale se sont accordés sur une solution qui peut être efficace et qui peut être juste. Alors, pourquoi pas proposer à ce moment-là que l'ensemble des dossiers soient transmis automatiquement au juge, Mais c'est ce que nous proposons, madame. Au procureur, pour qu'effectivement tous ces dossiers soient saisis. Ça prendra plusieurs années d'être jugé et le temps de l'impôt
C'est le temps de l'économie qui n'est pas le temps de la justice. Le temps est rapide. Eh bien, merci. On va finir sur cette phrase. Jérôme Bascher, je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat. Merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Merci, Vincent Chamaraillot. Et merci à vous, Manon Laporte. C'est le nouveau visage du patronat. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu à 56 ans à la tête du MEDEF. Vous le savez, c'est la principale organisation patronale. Il succède ainsi à Pierre Gattaz. Il a obtenu 284 voix contre 224 pour Alexandre Sobo, dirigeant du groupe industriel Olotte. Flora Sauvage. Son objectif, transformer le MEDEF. Avec 55,8% des voix, Geoffroy Roux de Bézieux est élu à la tête de l'organisation patronale. Ancien commando de marine, fan de rugby et catholique pratiquant, celui qui avait déjà brigué la tête du MEDEF a réussi cette fois son pari. Diplômé de l'ESSEC, patron d'un fonds d'investissement, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a fait fortune dans les télécoms, l'a emporté face à Alexandre Sobo. La grande question qui nous traverse tous, je pense que vous avez lu Le Monde hier soir, c'est celle des emplois. Et des emplois et des compétences. J'ai lu, il y avait une citation, alors je la cite de mémoire, le numérique, ça crée un codeur et 10 emballeurs de carton. Enfin, je ne sais pas comment c'est formulé, mais le sujet au fond de la paupérisation des emplois, de la destruction de création des emplois, pour moi, c'est le sujet numéro 1 auquel le MEDEF doit réfléchir. Geoffroy Roux de Bézieux a l'ambition d'incarner un patronat moderne, capable de renouveler l'organisation patronale. Il succède à Pierre Gattaz. Et les jeux sont faits, magnifiques, de maintenant on bosse, on est tous rassemblés et je crois qu'il y a un souci de rassemblement et un souci de vision, d'anticipation, d'adaptation du MEDEF et je trouve ça très bien. Et les attentes vis-à-vis du nouveau patron des patrons sont fortes. Surtout une transformation globale du MEDEF qui soit plus dans la prospective que dans la réaction. Et dans les 5 ans qui viennent, il y aura énormément de changements. Il y a vraiment une refonte complète de ce que c'est que l'entreprise et l'État pendant cette période-là. Face à la volonté affichée de sortir les partenaires sociaux du jeu politique national, Geoffroy Roux de Bézieux va tenter de remettre le MEDEF au cœur des discussions. Et retour à l'actualité du Sénat. Le Sénat qui a adopté hier soir le projet de loi alimentation après plusieurs heures de débat parfois intenses. Retour sur les temps forts de cette séance avec Alexandre Poussard. Cet amendement a pour but de rétablir l'interdiction de remise, rabais et ristourne pour les produits phytosanitaires telle que prévue par la rédaction de l'Assemblée nationale. Cette mesure faisait partie d'une des rares avancées sur la question du nécessaire changement de pratique agricole. Sa suppression par le Sénat est un très mauvais signe. Et là encore, j'ose le dire, on sent l'influence des groupes de pression pour faire en sorte qu'on continue avec ce système. Je vous remercie. Je voudrais qu'on évite les accusations. Pardon Joël, mais ce que tu dis est très accusatoire, même si derrière, tu reviens sur tes propos. C'est très accusatoire, c'est très blessant et ça ne donne pas l'image d'une assemblée comme la nôtre, qui, tu le sais, est une assemblée qui travaille sur le fond et qui n'est pas dans l'accusation des lobbies. Il y a des lobbies qui existent. Ces lobbies, nous n'y sommes pas sensibles et je voudrais qu'il en soit de même pour les lobbies des produits phytopharmaceutiques, comme pour les lobbies qui ensuite jettent en pâture les images des parlementaires sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient accusés. Monsieur le ministre, pourquoi refuser cette inscription de la promesse présidentielle dans la loi? Vous me rétorquerez qu'il n'est pas besoin de surcharger la législation. Pourtant, dans le même temps, votre gouvernement a fait adopter une loi très médiatisée pour interdire les téléphones portables à l'école, ce qui est déjà obligatoire dans les règlements intérieurs de 90% des établissements scolaires. Alors, monsieur le ministre, nous voulons vous aider à tenir cette promesse, et c'est vraiment sincère. Interdire le glyphosate à compter du 1er juillet 2021 est pour notre part sans exception possible. Il n'y a jamais eu de promesse présidentielle pour inscrire dans la loi l'interdiction de l'utilisation du glyphosate. Il y a eu un engagement du président de la République à partir du moment où l'Europe avait voté pour 5 ans la réautorisation du glyphosate, il y a eu un message du président demandant à ce que, dans les 3 ans, nous puissions faire le travail nécessaire dans les 3 ans pour cesser l'utilisation de ce produit et de mettre tous les moyens en œuvre auprès de la recherche, auprès de l'innovation, avec les agriculteurs, avec les producteurs, pour faire en sorte que nous puissions cesser d'utiliser ce produit. Et on retourne dans l'hémicycle où nous attend Saberia Rojek. Saberia, on vient de le voir, les discussions de ce projet de loi alimentation ont donné lieu parfois à des débats très intenses entre les sénateurs.
Absolument, des débats intenses, des discussions animées et pourtant un vote largement pour, 215 voix pour, 94 contre. Les Républicains, les centristes et les indépendants ont voté pour, les socialistes et les communistes ont voté contre et le groupe En Marche, c'est bien le groupe En Marche, s'est abstenu. Alors en séance, les sénateurs ont notamment voulu rendre plus transparent la fixation des prix en prévoyant bien que ce prix soit déterminé par une formule claire dans les contrats de vente. Ils ont aussi renforcé l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires. Et puis en commission, les sénateurs avaient instauré une clause de révision des prix automatiques pour les produits composés à plus de 50% de matières premières agricoles dont le prix connaît une forte augmentation. En ce qui concerne la défense de l'environnement, les sénateurs ont interdit au 1er janvier 2020 l'utilisation des pailles et des touillettes en plastique. Et puis les sénateurs ont rétabli le fameux objectif de 20% de produits bio dans les cantines d'ici 2022. C'est un objectif qu'ils avaient dans un premier temps supprimé. Et puis enfin, les sénateurs ont adopté un amendement socialiste qui prévoit la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Un fonds qui serait abondé, qui serait financé par les fabricants de ces produits. Voilà donc pour ce texte agriculture-alimentation. Merci à vous, Saveria. Je vous le disais en titre, les collectivités locales n'iront pas à la prochaine conférence des territoires prévue le 12 juillet. Elles ont décidé de boycotter ce qu'elles qualifient de simulacre de dialogue. En cause la contractualisation, synonyme de remise en cause de la libre administration des collectivités. Les explications d'Héloïse Grégoire avec Adrien Develay. C'est une première. Ensemble, les communes, les départements et les régions font bloc. Ils n'iront pas à l'instance de dialogue à Matignon et boycottent la conférence nationale des territoires prévue mi-juillet. Aujourd'hui, on quitte la table des discussions parce que ça ne sert à rien. C'est une impasse de dialogue. Demain peut-être, s'il y a des ouvertures, nous ferons mouvement collectif. Ça ne marche pas depuis un an. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour l'instant, tous les contacts avec les ministères sont gelés et le divorce est acté. Les raisons de la colère sont la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression des emplois aidés ou encore les 13 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités. Emmanuel Macron a été élu, pour ce qui concerne les collectivités locales, sur un engagement 10 milliards de demandes d'efforts, donc de contribution à l'assainissement des finances publiques et à la réduction des déficits publics. Un mois après son élection, il passe de 10 à 13 milliards. Donc, cet engagement n'est pas tenu, il est amplifié. Les collectivités critiquent aussi la brutalité des méthodes et le manque de communication du gouvernement. Ah oui, on a reçu une claque. On a le RSA qui augmente actuellement. Voilà, il y a, malheureusement, dans l'économie française, il y a l'amélioration de l'emploi, mais le RSA augmente. La population vieillit. L'allocation pour les personnes âgées, on en donne de plus en plus. On prend mieux en compte le handicap. Donc tout ça nécessitait des solutions. Le gouvernement nous les avait proposées. Et puis comme un certain nombre de départements n'ont pas voulu signer les contrats pour des raisons qui leur appartiennent, du jour au lendemain, et on l'a appris par la presse, on nous a retiré ces propositions. Pourtant, selon un communiqué diffusé par Matignon dimanche, 70% des collectivités auraient signé ce pacte financier. Pour Hervé Morin, elles n'ont pas eu le choix. Si vous ne signez pas, regardez la région Pays de la Loire, vous n'aurez pas de compensation affichée aujourd'hui. Donc c'est du chantage. C'est ce que je vous dis. Ouvrir le dialogue et faire des propositions, voilà ce qu'attendent les collectivités. Le gouvernement maintiendra-t-il cette conférence des territoires, réduite à peau de chagrin? Et on retrouve Tam Tranui avec le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, le sénateur de la Côte d'Or, François Patria. François Patria, est-ce que vous comprenez la décision des départements, des régions, de l'AMF aussi de boycotter la conférence nationale des territoires? Que je l'entende, oui, que je la comprenne politiquement. Je vois bien qu'il s'agit d'une posture politique. Aujourd'hui, de trois grandes associations dont les dirigeants sont des opposants au gouvernement, qui l'affirment clairement chaque jour, et pour ce qui est en tout cas du président des départements, qui lui est en minorité dans son association et qui prend une posture commune avec les autres parce qu'autrement il serait mis à mal. Ce que je ne comprends pas, c'est cette politique de la chaise vide et de chaque jour demander plus de liberté, plus d'autonomie, plus de compétences et de dire que l'État doit tout payer. Et au nom du fait que l'État ne veuille pas tout payer mais rendre à chacun ses responsabilités, d'être dans une posture de chaise vide et d'absent. Je crois que le gouvernement est ouvert au dialogue. Il continuera dans la conférence des territoires à être présent avec toutes les associations qui viendront. Parce qu'il y en a qui viendront,
qui viendront discuter de sujets importants, de demain la fiscalité des collectivités, de demain de l'assainissement et d'autres sujets importants autour desquels le gouvernement est prêt à bouger. Mais il va manquer tout de même 3 des principales instances. Il va rester France urbaine, il va rester les maires ruraux, mais il va rester la CDF, il en restera d'autres. Mais il va manquer quand même 3 instances essentielles. Mais c'est leur responsabilité, et qu'ensuite, ils ne viennent pas crier au loup parce que le gouvernement aura pris des décisions, qu'ils auront été absents pour en débattre. Je pense en particulier que le sujet de la fiscalité locale, ne pas venir à un débat autour de la fiscalité qui demain interviendra autour de chaque collectivité. La TVA pour les régions, peut-être le foncier pour les communes, peut-être la CSG pour les départements, qui sont des ressources qui sont expansives, qui vont amener des ressources supplémentaires aux collectivités, ne pas en discuter pour un positionnement politique. En fait, ces présidents d'associations appartiennent à des partis politiques qui voudraient revenir dans le jeu d'avant. Je rappelle quand même, au sujet du fait que on aurait demandé beaucoup d'efforts aux collectivités. On a demandé beaucoup moins d'efforts aux collectivités que n'ont demandé les gouvernements précédents. On propose même une marge de manœuvre. Mais ces collectivités disent qu'on leur demande énormément d'efforts et des efforts que l'État ne s'applique pas. Par exemple, lorsqu'on parle de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an, ce n'est pas la même règle pour l'État. Et l'État, il dépense combien de plus? Il juge que l'État ne s'applique pas cette règle et qu'on est au moins à 2%. L'État s'applique cette règle aujourd'hui. Les gouvernements précédents diminuaient de façon autoritaire les financements aux collectivités. Cette fois-ci, il n'y a pas de baisse des financements. Il y a un engagement de moindres dépenses pour faire quoi en plus? Pour diminuer la dette à terme, pour diminuer l'endettement de la France, vous avez compris. Et je pense que ces mesures, si on les met en comparaison de ce qui a été fait avant, je vous donne un exemple. Avant, une commune qui avait 100, eh bien, avec l'ancien système, elle aurait 97 cette année et 94 l'année prochaine. Là, elle aura 101,2. En quoi on demande des efforts supplémentaires à des communes qui ne veulent pas entendre. Et je vous signale quand même que quand elles sont regroupées, les collectivités ne veulent pas venir pour une posture politique, que je comprends par ailleurs, que j'entends par ailleurs, mais qui ne me paraît pas féconde. Et dans le même temps, les 70% ont signé le contrat avec l'État parce qu'elles y ont vu l'intérêt. Bien, merci beaucoup François Patriat, qui juge donc que c'est avant tout une posture politique de la part de toutes ces instances qui boycottent donc la Conférence nationale des territoires. Merci à vous, Tam. Et justement, pour comprendre cette politique de la chaise vide et ses conséquences, notre invité Jean-Baptiste Fauré, rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Baptiste Fauré, merci d'être avec nous. Alors la conférence des territoires va être boycottée. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour entre l'État et les collectivités locales ? C'est assez inédit puisqu'on voit quand même les 3 principales associations d'élus pratiquer la politique de la chaise vide. Il y a eu 2 précédentes éditions de la Conférence nationale des territoires. La première fois, elles étaient toutes là. La deuxième fois, l'Association des maires de France avait envoyé une observatrice, c'était une sorte de semi-boycott. Et là, c'est le grand chelem, si je puis dire, du côté des associations d'élus qui fulminent contre Emmanuel Macron. Est-ce que ce boycott est légitime, puisqu'on voit que le gouvernement, selon justement ces associations, a multiplié les signes de provocation ? Alors, je ne veux pas non plus porter un jugement trop... Parce qu'on entendait François Patriat nous dire, finalement, c'est une posture politicienne. On rappelle que les associations d'élus sont plutôt dirigées par la droite. Alors, il y a deux types de dossiers, tout de même. Il y a le dossier de la contractualisation, c'est-à-dire ce plafond de 1,2% des dépenses de fonctionnement, de hausse pour les collectivités territoriales, pour les plus grosses collectivités. Il faut quand même rappeler que 98% des collectivités échappent à ce coup près, à cette épée de Damoclès. De ce côté-là, effectivement, François Patriat le dit, on a eu 28 milliards de baisse des dotations sous François Hollande, des coupes quand même sombres à ce moment-là. Et là, quand même, Emmanuel Macron a tendance à relâcher la bride, puisque la majorité des grandes collectivités sont en dessous de ce taux de 1,2%. Donc leur refus relève quand même d'une part de posture. Oui, justement, cette contractualisation, on le voit, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Action des Comptes Publics s'est félicité sur 322 collectivités concernées. 229 sont d'accord, finalement. Alors dans le détail, c'est aussi intéressant. Effectivement, un peu plus de 70% des collectivités ont apposé leur paraphe. Du côté des métropoles, c'est quasiment le carton plein. Là, on a 95% des métropoles qui ont dit oui. Donc ça a du bon, cette contractualisation ?
il y a quand même un jeu de rôle politique aussi de chaque côté de la barrière dans cette affaire de contractualisation. C'est-à-dire que les métropoles ont voté très massivement pour Emmanuel Macron. Les maires de ces grandes villes cherchent vraiment l'investiture en marche, comme le maire de Toulouse, qui est patron de France Urbaine, l'association qui regroupe ces élus métropolitains. Donc de ce côté-là, on a vraiment tout intérêt à dire oui. Et de l'autre côté, du côté des départements, notamment de la France rurale, on a plus intérêt à dire non, parce qu'on appartient au Parti socialiste, parce qu'on appartient aux Républicains, et aussi parce qu'il y a quand même une fracture territoriale forte qu'Emmanuel Macron n'a pas su résorber. François Baroin l'a encore évoqué lors de sa conférence de presse ce matin. Il a raison, on a des métropoles qui aspirent de plus en plus de richesses. Emmanuel Macron, avec son discours sur le ruissellement, sur les premiers de cordée, est tout à fait dans cette veine-là. Mais que fait-on de ces autres territoires ? Là, c'est une vraie question à laquelle le gouvernement ne répond pas pour l'instant. Oui. Comment on fait pour les faire revenir à la table des négociations ? Est-ce que le Sénat, par exemple, qui représente les collectivités territoriales, peut avoir un rôle de médiateur ? On sait que Gérard Larcher ira, lui, à l'instance de dialogue demain et à la conférence des territoires la semaine prochaine. Alors Gérard Larcher n'est pas du tout du genre à pratiquer la politique de la chaise vide. C'est pas le genre de la maison. C'est un négociateur hors pair en matière sociale et aussi en matière de collectivité locale. Il a essayé à un moment du processus de proposer 1,9%. Ça a été recalé, on est resté à 1,2%, il peut y avoir quelques marges de manœuvre, on parle d'une clause de revoyure, on parle aussi d'autres dossiers sur lesquels l'État est quand même assez impécunieux. L'État a quand même des gros arriérés. Le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, le rappelait ce matin, la note des allocations individuelles de solidarité, du RSA en particulier, s'élève à 9 milliards. C'est-à-dire que l'État doit chaque année 9 milliards aux départements qui ne versent pas. Donc il y a vraiment... Donc il faut un geste de la part de l'exécutif s'il veut renouer le dialogue, c'est ce que vous dites ? Oui, il faut un geste, mais c'est quand même pas le pli que prend aujourd'hui l'exécutif. Il écoute beaucoup les élus locaux, mais il a parfois tendance à ne pas les entendre. Oui, c'est paradoxal, puisqu'on évoquait François Baroin, le président de l'AMF, qui lui-même rappelait que cette conférence des territoires, finalement, c'est les élus qui l'ont demandé. C'est les élus qui ont demandé cette conférence des territoires. François Baroin lui-même a signé son propre contrat en tant que maire de Troyes, en tant que président de la communauté d'agglomération de Troyes, mais en tant que président de l'AMF, il est contre. Donc on a quand même parfois un petit peu du mal à y voir clair dans ce jeu des associations d'élus. Il y a clairement une guerre des mondes politiques qui voit affronter d'un côté le gouvernement macronien et puis de l'autre côté les associations d'élus locaux qui ont été désignées avant l'avènement d'Emmanuel Macron. Oui, qu'est-ce qui peut se passer d'ici le 12 juillet, est-ce que vous pensez justement qu'il peut y avoir un renversement de situation, qu'on a simplement voulu un peu montrer les muscles avant cette conférence des territoires ? Je pense que le gouvernement va jouer une vieille technique, c'est-à-dire qu'il va essayer de diviser pour mieux régner. C'est une technique très, très classique de la part de l'État. Il a déjà commencé, puisqu'on parle demain de la présentation d'un plan pour la fiscalité locale. Et il y a notamment une partie de ce que reçoivent les départements pour la taxe foncière qui irait du côté des communes. C'est peut-être une façon d'enfoncer en coin dans cette belle entente entre les trois principales associations d'élus. Je crois quand même que la messe est dite, c'est-à-dire que le 12 juillet, ces associations-là n'iront pas à la conférence nationale des territoires. Et sur un plan politique, je ne suis pas sûr qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron prennent grand risque, parce que la décentralisation, ça reste quand même une thématique quand même assez technique, voire technocratique pour la plupart des Français. Oui. Mais est-ce qu'il y a une réelle attaque à la libre administration des collectivités territoriales, selon vous, des communes ? Sur le principe de ces 1,2%, oui, il y a quand même très clairement une attaque. C'est-à-dire que les collectivités sont censées s'administrer librement. Le président du Sénat lui-même le dit. Il dit, les maires, d'une certaine manière... On rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution. Oui, alors le Conseil constitutionnel, c'est comme le Conseil d'État. Il est quand même sous l'influence d'un certain nombre de grands représentants, des grands corps de l'État. Il n'a jamais été très, très sensible à la cause des collectivités. Gérard Larcher dit à propos des maires qui vont devenir les chefs de bureau des préfets avec ce 1,2%. Patrick Devedjian, qui est président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, dit c'est un contrat obligatoire. Même les compagnies d'assurance n'avaient jamais imaginé un
dispositif pareil. C'est vrai que c'est contraire au principe de décentralisation. En même temps, ça ne remet pas en cause les équilibres profonds entre les collectivités et l'État. En France, il n'y a jamais eu une décentralisation très approfondie, très accentuée. Tout est imbriqué, donc on reste finalement dans une logique qui a été celle, depuis une dizaine d'années, du pilotage centralisé des finances locales. Elles vont s'y habituer, les collectivités ? Oui, elles se sont déjà habituées. Elles ont quand même subi un tour de vis qui était autrement plus important dans les années 2014-2017, avec une baisse très sévère. Elles sont habituées. Enfin, il y a eu une période quand même un peu de dérive dans les années 2000, où on a vu quand même des collectivités créer des postes à tour de bras, 350 000 postes en dehors de tout transfert de compétences. Mais depuis, elles ont vraiment appris la rigueur. On voit que le nombre de postes pour la première fois aujourd'hui diminue. On est sur une dynamique assez vertueuse. Chacun, grosso modo, fait son boulot. Derrière, il y a beaucoup de théâtre. Quand même. Bien, merci. Merci Jean-Baptiste Fauré d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Après 6 mois de travail, 40 auditions et des déplacements sur le terrain, la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure a publié son rapport et les conclusions, vous allez le voir, sont saisissantes. La Haute Assemblée décrit une réalité que le public est loin de soupçonner, celle d'une police et d'une gendarmerie aux moyens indigents et archaïques, même si ces difficultés ne sont pas insurmontables. Fabien Recker. Après 6 mois d'enquête, les sénateurs dressent un tableau plus qu'alarmant de l'état des forces de sécurité. Premier indice du mal-être, un taux de suicide parmi les forces de l'ordre supérieur de 36% à la moyenne nationale. En 2017, 50 policiers se sont donné la mort. Le rapport pointe aussi la pénibilité des rythmes de travail. Les policiers ne passeraient en moyenne qu'un week-end sur 4 ou sur 5 avec leur famille et accumulent les heures supplémentaires. Le rapport en comptabilise à ce jour près de 22 millions, ni récupérés ni rémunérés, un niveau jamais atteint. 21,8 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées et dont personne ne sait comment on va les payer. Il n'y a aucune autre administration, aucune collectivité, aucune entreprise qui pourrait se permettre cela. Et le malaise des forces de l'ordre s'alimente aussi des difficultés quotidiennes, comme le vieillissement, voire le manque de matériel. 10% du parc automobile a plus de 10 ans. Le rapport décrit des sirènes qui ne fonctionnent plus ou des portes coulissantes qui ne ferment pas. Et les conditions de vie des policiers se dégradent. L'offre de logement, en particulier pour les jeunes policiers affectés en région parisienne, serait très insuffisante. On ne prend même pas en considération leur situation familiale. Ils peuvent être mariés, avoir une compagne, avoir des enfants, et les conditions sont vraiment déplorables. Face à l'épuisement professionnel des policiers et gendarmes, les sénateurs font 32 propositions, parmi lesquelles la rédaction d'un livre blanc sur l'emploi des forces de sécurité et l'inscription de mesures prioritaires dans la prochaine loi de finances. Et nous avions d'ailleurs suivi la commission d'enquête sénatoriale dans un de ses déplacements. C'était à Gardanne, juste après les attentats de Trèbes et la mort du colonel Arnaud Beltrame. C'est un reportage de Clément Perrault. Brigade de gendarmerie de Gardanne, entre Marseille et Aix-en-Provence. Nous accompagnons une équipe sur le terrain. Ancien bassin minier en crise, Gardanne est classée ZSP, zone de sécurité prioritaire. Cela signifie des moyens en plus pour les forces de l'ordre, du moins en théorie. 183 453 km. Ce sont des véhicules qui ont en moyenne plus de 150 000 km, qui ont du mal à passer au contrôle technique. Sur un parc de 6 véhicules, on a 3 véhicules en réparation. Et on a été dépanné par des unités moins chargées que nous pour le prix de véhicules occasionnels, non équipés passerelles et non équipés radio pour certains. 4 véhicules, dont certains mal équipés, pour une brigade de 85 militaires. Notre équipe débute une opération de contrôle d'identité. Opération de routine, pas vraiment. La menace terroriste est dans les têtes à chaque instant, rendant ce travail toujours plus exigeant psychologiquement. Il faut être en permanence, travailler un petit peu en sécurité, être prêt à devoir faire face à ce genre de situation, sans pour autant, je dirais, tomber rentrer, je dirais, dans le jeu de la terreur en fait, qui est le leur. Retour à la brigade. Le lieutenant Malherbe nous fait le tour du propriétaire. Vous voyez ce genre de bureau, par exemple ici, donc 2 places de travail. Et pour autant, on a 3 voire 4 militaires qui viennent travailler ici. Quand on parlait tout à l'heure de petits tracas du quotidien, on a ce genre de choses.
Des conditions de travail difficiles pour des hommes et des femmes qui risquent leur vie au quotidien. C'est sur cette réalité que travaille la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Voici les sénateurs membres venus ici observer, écouter et s'inquiéter. Des liaisons radio qui ne se font pas parce que le matériel n'est pas embarqué, et des gilets pare-balles qui arrivent au compte-gouttes. Des problèmes également de procédures ont été soulignés qui consomment beaucoup de temps, qui pourraient être consacrés à une présence sur le terrain et également à des investigations. Après Gardanne, nous voici à Marseille. Les sénateurs se rendent au commissariat central, mieux connu ici sous le nom d'évêché. Cette fois, ce sont les policiers qui sont entendus. Eux aussi déplorent des conditions de travail difficiles, mais aussi des lacunes au niveau des réponses pénales et ce sentiment parfois de travailler dans le vide. Qu'ils attendent sans doute un peu plus de considération et un peu plus de suivi sur leur travail d'interpellation particulièrement, quoi. Ce déplacement s'est effectué dans un contexte forcément particulier après l'attentat de Trèbes qui a rappelé à toutes les forces de l'ordre le danger de leur mission. À la gendarmerie marseillaise de la Timone, les sénateurs ont tenu à déposer une gerbe à la mémoire du gendarme Arnaud Beltrame. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Grosdidier. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur LR de la Moselle. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête sur les forces de sécurité intérieure. À vos côtés, Michel Boutan. Bonjour. Sénateur socialiste de la Charente et vous avez présidé, vous, à cette commission d'enquête. Et puis sur ce plateau également, Thibault de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et Philippe Capon, bonjour. Vous êtes secrétaire général d'UNSA Police. Bonjour. Première question pour vous, François Grosdidier, puisqu'on voit ce constat assez accablant, d'ailleurs, cette description des conditions matérielles de la police et de la gendarmerie. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans tout ce que vous avez pu voir ? C'est de l'as de voir que ceux qui étaient dénoncés par les policiers en colère et qu'on pouvait croire très localisés, très ponctuels, en fait correspondaient bien à l'état général complètement dégradé de nos forces de l'ordre aujourd'hui. Et on a vu à quel point ça a été pertinent. Cette commission d'enquête a été proposée par le président Retailleau sur une idée de Gérard Longuet, quand on était en face de ces suicides et l'expression de la colère des policiers. Parce que c'est le point de départ, il faut le rappeler, de cette commission d'enquête. On s'est rendu compte que très vite que les causes étaient multifactorielles et en fait qu'il fallait un travail d'investigation en profondeur pour dresser cet état des lieux. Et on l'a fait sous la présidence de Michel Boutan, vraiment dans un consensus droite-gauche, parce qu'on était sur des vérités objectives bien pires que celles qu'on pensait découvrir. Et on aboutit, je crois, à un diagnostic précis, sérieux, et à des propositions possibles. On va y venir, si vous voulez bien. On va demander justement ce ressenti à Michel Boutan, puisqu'on a souvent parlé du manque d'effectifs dans la police et la gendarmerie, mais pas forcément de cette question des moyens matériels. Oui, effectivement, la RGPP avait taillé dans les effectifs de gendarmerie et de police. Quelques années plus tard, de nouveaux recrutements ont été faits, mais il n'y a pas que cela qui compte. Il y a aussi les conditions d'exercice de la mission, c'est-à-dire les conditions de travail matérielles, mais également morales, ou bien dans les rapports et l'amélioration des rapports, par exemple, entre la justice et la police et la gendarmerie. Alors, c'est tous ces domaines que nous avons explorés. Après avoir fait un constat, il s'agissait de réfléchir aux causes pour proposer d'éventuelles solutions. Philippe Capon, c'est un diagnostic juste, il est bien accueilli par les forces de sécurité intérieure. Enfin, on s'intéresse à leurs conditions de travail ? Le constat fait par la commission est très intéressant. Il reprend néanmoins la plupart des revendications passées de mon organisation, l'UNSA Police, et de l'UNSA FASMI, la fédération des syndicats du ministère de l'Intérieur de l'UNSA. Le constat fait état d'un grand nombre de préoccupations. Ce qu'on peut dénoncer, c'est que les différents gouvernements n'aient pas forcément entendu les positions qui ont été les nôtres dans ces revendications. Ça a été dit par le sénateur Boutan, la RGPP a commencé dans les années 2007. La révision générale des politiques publiques. Révision générale des politiques publiques à faire baisser très fortement les effectifs. Nous avons perdu 13 000 policiers aux gendarmes. Avec un constat, c'est une légère relance sur les effectifs en 2012 et surtout une relance depuis 2015 et une déstabilisation complète du fonctionnement de la police à partir des événements tragiques qu'ont été les attentats, puisque l'engagement des policiers a été très fortement demandé par les citoyens et on s'est rendu compte
D'ailleurs, l'opération Sentinelle a été mise en place dans ce cadre-là, que les effectifs n'étaient pas suffisants et les moyens non plus. Justement, Thibault de Montbrial, ces forces de sécurité intérieure, elles sont en première ligne sur le terrorisme, la vague migratoire, les demandes accrues aussi des citoyens qui ont besoin de sécurité. Et on le voit à travers cette commission d'enquête, elles sont au bord de l'implosion. Ça a de quoi être inquiétant, selon vous ? D'abord, je tiens à saluer le travail qui a été fait, qui est un travail qui était absolument indispensable et qui permet aujourd'hui aux politiques d'avoir une photographie non retouchée de l'état de nos forces de sécurité intérieure. Ça a été dit, mais il faut vraiment insister. 2007, RGPP, on dégraisse. Et l'histoire nous rattrape et on prend de plein fouet les événements de 2014-2015 et on a donc un effet ciseau, c'est-à-dire plus de missions, des missions plus exigeantes, un plus grand risque physique avec le stress et les problèmes moraux qui l'accompagnent, avec moins d'effectifs. Donc aujourd'hui, nous avons véritablement changé d'époque. Il y a la violence islamiste, vous l'avez rappelé, mais pas seulement. Je vous rappelle que pour ce qui concerne par exemple le maintien de l'ordre, l'extrême violence des manifestations d'extrême gauche depuis 2 ans, avec des policiers très grièvement blessés. Les BAC et les PSIG qui sont également pris à partie de façon très violente plusieurs fois par semaine aujourd'hui en France dans les quartiers, et le tout avec des conditions de travail qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que depuis 2015, les gouvernements successifs ont mis en place des plans d'urgence face au terrorisme. Mais le terrorisme, il est omniprésent dans les têtes, mais il n'est pas omniprésent au quotidien. Il y a aussi toutes les autres missions, et l'ensemble de ces autres missions s'exercent également dans une société française qui est de plus en plus sous tension. Et ce sont nos fonctionnaires de police et de gendarmerie qui sont en première ligne. Alors François Grandilly, il y a des exemples très précis sur le vieillissement du parc automobile, le manque de munitions, de gilets pare-balles. Mais c'est terrible, c'est-à-dire on roule avec des véhicules obsolètes et même dangereux. On travaille dans des bâtiments qui sont dégradés, qui sont même carrément indécents. On loge même des familles de gendarmes là où aucun bailleur social ne pourrait mettre en location un appartement. On n'a pas les équipements de base, les munitions pour les tirs. On a un tiers des policiers qui ne font pas les tirs réglementaires. Donc les conséquences, c'est qu'ils ne s'entraînent pas assez, nos policiers, nos gendarmes. Ils ne s'entraînent pas assez. Alors on a un retard d'investissement. Celui-là, il faut absolument le rattraper. Il faut une loi de programmation après l'élaboration d'un livre blanc qui permette ce rattrapage sur 5 ans. On ne va pas tout récupérer tout de suite, mais il faut au moins savoir comment on va le faire et offrir cette perspective aux forces de l'ordre. Et puis, on a la question des effectifs, mais plus encore, celle du temps pris par la procédure pénale. Les 2/3 du temps de policiers et de gendarmes sont pris par la procédure. On ramènerait simplement qu'à la moitié, on gagnerait des dizaines de milliers de postes. Et puis, ce qui tenaille aussi les policiers et les gendarmes, c'est que comme ça a été dit, le métier est de plus en plus dur, ils prennent de plus en plus de risques et parfois pour rien, parce qu'il n'y a pas de réponse pénale sur la délinquance des mineurs, elle est parfois dérisoire même sur les majeurs, et donc ils ont l'impression de pédaler sur un vélo qui n'a pas de chaîne avec une chaîne pénale qui dysfonctionne jusqu'au bout, le pire étant certainement la situation aujourd'hui de l'administration pénitentiaire. Michel Boutan, il y a aussi la question des heures supplémentaires non récupérées. Elles sont quasiment à 22 millions d'heures supplémentaires non récupérées. C'est un niveau jamais atteint. Et si on les rachetait, bien, selon vos calculs, ça coûterait 272,10 millions d'euros. Là aussi, c'est assez édifiant. Parmi toutes les propositions qui sont faites au nombre de 32, il y en a une qui concerne ce volume d'heures supplémentaires qui, à la date d'aujourd'hui, ne sont ni réglées ni compensées. Et je crois que ce pourrait être un signe relativement fort de la part du gouvernement de commencer à régler ce problème parce qu'il nous renvoie à des années de retard. Donc, s'il fallait peut-être redonner confiance aux forces de sécurité intérieure, ça pourrait être l'une des premières pistes à mettre en œuvre. Alors, je comprends le contexte financier, mais je voudrais dire à ce moment-là... Il y aura cette enveloppe d'indemnisation que vous proposerez dans la prochaine loi de finances. Oui, parce que tous ces policiers, tous ces gendarmes, ce sont des pères ou des mères de famille. Ils ont donc une famille à faire vivre. Ce sont des êtres humains. Je ne connais pas d'autres collectivités où on puisse avoir un tel retard dans le paiement des heures supplémentaires. Donc, je me dis que là, ce serait vraiment une marque de considération que le gouvernement pourrait accorder aux hommes qui défendent la République. Philippe Capon, sur effectivement cette reconnaissance du gouvernement, ce serait un signe fort, justement, cette indemnisation des heures supplémentaires qui sont non récupérées. La problématique, c'est qu'on assiste depuis des années à une politique de l'autruche sur les heures supplémentaires. Le
le constat est fait depuis maintenant de nombreuses années. Les heures supplémentaires augmentent de plus d'1 million chaque année du fait de l'engagement très fort des policiers. Un coût a été fixé à 272 millions d'euros. Je rappelle que 272 millions d'euros, ce serait payer les heures supplémentaires à 12 € de l'heure. C'est quand même un prix minimum qui est pour nous pas acceptable. Donc ça pourrait encore plus grossir le montant. C'est pas qu'on veut encore plus, on veut être payé à la juste hauteur de l'engagement qui est le nôtre. Les heures supplémentaires sont faites au détriment de la vie sociale et personnelle des policiers. L'engagement des policiers est très fort. Ces heures, c'est un dû, ce n'est pas des heures volées. Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'administration et le ministère de l'Intérieur puissent prendre en main ce dossier et le gérer autrement qu'en mettant la pression sur les policiers et les chefs de service dans la gestion de ces heures supplémentaires. Oui, parce que ça a été aussi rappelé dans le rapport, la passion du métier est souvent plus forte que l'épuisement moral des troupes. Oui, puis vous connaissez aucun policier qui... Les heures supplémentaires des policiers ont une caractéristique très particulière, c'est qu'elles sont forcées. Aucun policier peut dire « j'arrête mon travail au bout de 8 heures ». Ces heures, elles sont imposées. Le policier, par l'engagement qui est le sien, il est obligé de faire ces heures. Et l'administration ne lui permet pas de les récupérer, ni de se les faire payer. C'est inadmissible aujourd'hui. Thibault de Montbrial, on parlait de cette prise de conscience du gouvernement. Elle est nécessaire du ministère de l'Intérieur. Elle est là, selon vous ? On va voir dans les semaines qui viennent. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce travail et les débats qu'on a depuis 5 minutes l'illustrent. Je pense que le moment est venu de tout remettre à plat. Figurez-vous qu'en matière de défense, la sécurité extérieure de la France, toutes les 7-8 ans à peu près, depuis le milieu des années 70, on fait un grand livre blanc, on prend 6 mois, on remet tout à plat et on met le politique en mesure d'avoir une politique avec une loi de programmation à 5 ou 10 ans. On l'a fait en matière, tenez-vous bien, de sécurité routière. C'est important la sécurité routière. On a fait un livre blanc sur la sécurité routière. On n'en a jamais fait sur la sécurité intérieure. Je me réjouis, et le sénateur Grosdier y a fait référence tout à l'heure, de lire en proposition numéro 10, la proposition que je porte depuis plusieurs mois, qui est qu'il faille faire dans les 6 mois qui viennent un livre blanc sur la sécurité intérieure, dont ce rapport pourrait tout à fait constituer la base de départ, pour permettre à notre gouvernement, et ça répond à votre question, d'avoir un état des lieux affiné, avec y compris des visions un peu iconoclastes qui sortent des silos administratifs et des champs de compétences des uns et des autres, pour permettre à la France de se préparer, non pas pour l'année prochaine, mais pour les 5 à 10 ans qui viennent. Aujourd'hui, la sécurité de la France, elle est au moins autant un enjeu intérieur qu'un enjeu extérieur. Eh bien, il faut traiter la sécurité intérieure comme on traite la sécurité extérieure, avec de la prospective. Ouais. François Grosdier, l'exécutif est au pied du mur. Il y a quand même des postes qui vont être créés, surtout le quinquennat, 10 000 nouveaux emplois d'ici à 2022. Parfois trop lentement. C'est comme les 15 000 places de prison qui sont nécessaires. Ça devait être sur 5 ans, maintenant c'est sur 10. Et on ne voit pas le début d'un commencement de réalisation. Et il se passe ce qui s'est encore passé dans une prison hier. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'urgence, en tout cas l'a pas exprimé. Les auditions qu'on a entendues nous ont laissé très perplexes. Ministre ou hiérarque de la gendarmerie, mais plus encore de la police, semblaient systématiquement relativiser, minimiser, parfois même contester, nous a expliqué. On a un immense problème de François Grosdier, puisque vous parlez, on va vous faire écouter l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, quand il est venu au Sénat, et pour lui, tout est mis en place pour faire passer la police dans le 21e siècle. On l'écoute, et je vous redonnerai la parole après. Nous sommes en train de passer d'une police du 19e siècle à une police du 21e siècle. Pour cela, vous le savez, la gendarmerie est d'ores et déjà équipée presque intégralement en tablettes et smartphones Néo, 67 000 terminaux. La police nationale va monter en gamme. 22 000 nouveaux dispositifs viendront s'ajouter aux 27 000 déjà déployés, qui évidemment permettent à nos forces de gagner un temps précieux. Je pense que les uns et les autres, vous avez vu les applications qui sont possibles avec ces smartphones. Là où vous passiez un quart d'heure pour téléphoner au commissariat pour regarder si une personne contrôlée était dans les fichiers, en l'espace d'une minute, vous avez l'ensemble des données. Et donc vous savez si quelqu'un est fiché au TAJ, au FPR, au FSPRT, etc., etc. Tout n'est pas noir, François Grosdier, on entend Gérard Collomb. J'allais dire, c'est anecdotique, c'est important.
de se doter des outils informatiques. Ça fait longtemps que des polices comparables à la nôtre en sont dotées. Ça fait des années. Donc on sort rapidement de la préhistoire. Là-dessus, il y a eu un progrès. Mais il ne suffit pas des smartphones et des tablettes. On a aujourd'hui, on n'a pas des logiciels communs entre les services d'enquête et le parquet. Ça nous inquiète d'ailleurs. On annonce des choses sur la dématérialisation dont on ne voit pas les possibilités concrètes de les réaliser. C'est pourtant une de vos propositions, justement, de mettre l'accent sur cette dématérialisation. Mais on vient de très loin là-dessus. Mais quand je parle d'une révolution culturelle, il y a quelque chose qui fait défaut dans la police et pas dans la gendarmerie. C'est qu'il n'y a aucune culture, j'allais dire, de management participatif. On ne connaît pas dans la police le débriefing, le retour d'expérience. Quand on demande aux policiers, aux BAC qui peuvent être primo-intervenants sur des actes de terrorisme, d'embarquer des armes et des boucliers et que ça ne rentre pas dans la voiture, eh bien, il n'y a aucun moyen de faire remonter cela et de corriger la situation. Donc on continue avec les mêmes erreurs. La moindre des choses, c'est de pratiquer ça. Et quand on le dit au ministre, il nous dit, attendez, on tente une expérimentation dans 2 départements. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut immédiatement introduire cette révolution culturelle et le faire sur l'ensemble du territoire. Il faut faire cette révolution culturelle dans la police, dans la gendarmerie, urgemment. Je crois qu'elle est nécessaire d'un bout à l'autre de la chaîne pénale. François Grosdidier vient de parler à l'instant de dématérialisation et de procédures simplifiées, accélérées entre police et gendarmerie qui libéreraient du temps pour se consacrer à autre chose, à des investigations, à des enquêtes, à de la présence sur le terrain pour dissuader tous les malfaiteurs au sens premier du terme. Ça, ce serait important. Je voudrais revenir d'un mot sur Néogend, la fameuse tablette qui a commencé à être mise à disposition par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. C'est le fruit de l'imagination d'un officier de gendarmerie. Je veux dire que la base est aussi capable de prendre les choses en main et de faire des propositions pour améliorer les conditions de travail. Ceci me semble extrêmement important. Qu'on ne la tienne pas constamment à l'écart, que ce ne soit pas seulement des décisions qui viennent d'en haut, mais qu'à certains moments, on accepte aussi les propositions qui viennent de la base et qui sont souvent des propositions de bon sens. Yves Capon, effectivement, il y a des propositions de bon sens. Il faut faire confiance aux acteurs de terrain, c'est ce que nous dit en substance Michel Boutan. Il faut absolument faire confiance aux acteurs de terrain. Il faut aussi sortir du laboratoire permanent qu'est la police nationale, où les policiers sont payés un peu pour des cobayes. On passe de police de proximité. Oui, tout à fait. Police de proximité. Là, on nous parle de PSQ. Aujourd'hui, quand on pose la question à des maires, à des politiques, à des hauts responsables de l'administration du ministère de l'Intérieur, ça va donner quoi la PSQ? C'est l'inconnu pour tout le monde. Alors, si c'est l'inconnu pour eux, à la base, ça pose effectivement problème. Le sens du métier de policier est important pour nous. Il est important qu'on puisse sortir de la politique du chiffre, de la méritocratie. De malaise, ce sont aussi les termes qui reviennent. Le rapport est très intéressant sur la politique du chiffre qui est niée par tout le monde. Moi, pour en avoir discuté encore dernièrement avec des hauts responsables du ministère de l'Intérieur, ils me disent la politique du chiffre, on n'a jamais dit que ça existait et que ça continuait. Mais personne n'a dit que ça s'était arrêté. Donc on a encore des politiques liées aux chiffres, à l'activité, et sur des chiffres qui sont complètement aléatoires. 25 millions d'euros de primes aux résultats exceptionnels que nous dénonçons depuis plusieurs années à l'UNSA Police, auquel nous demandons à ce qu'il soit mis fin et qu'on puisse consacrer ce budget à autre chose. C'est une réalité de tous les jours. Un autre exemple qui va tout à fait dans le sens du rapport, les caméras individuelles, c'est un fiasco complet depuis des années. Le ministère de l'Intérieur s'apprête à mettre en place une nouvelle caméra, un modèle franco-franco, plus chinois que franco d'ailleurs, et dont on s'aperçoit qu'on aura forcément des problèmes. La caméra en elle-même est peut-être très bien, sauf qu'en travaillant un peu dessus, l'expérimentation, elle ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas été associés à cette expérimentation. On s'aperçoit que les logiciels de gestion de cette caméra sont archaïques. On parle encore de clés USB, de CD-ROM, alors qu'il faudrait pouvoir utiliser les moyens Internet modernes pour que les services d'enquête, les services de justice puissent travailler en lien direct, en liaison directe. Un exemple de ce qu'il ne faut peut-être pas faire. Thibaut de Montbrial, pardon, puisque on fait quand même un tableau assez noir de l'état de ces forces de sécurité intérieure. Quel message ça peut avoir justement auprès des terroristes qui nous observent? Non, mais le premier message, c'est celui d'un engagement constant et absolument remarquable. Ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en dépit de ces difficultés sur lesquelles chacun autour de la table s'accorde, vous avez des femmes et des hommes
dont l'engagement et l'abnégation n'est pas remise en cause. Je voudrais, moi, donner un exemple de quelque chose qui me paraît au cœur de ces dysfonctionnements. Vous avez souligné dans votre rapport, et vous avez raison, à quel point l'attentat de Magnanville a frappé nos forces de sécurité. Vous parlez d'un effet Magnanville. Je vous rappelle, Magnanville, ce couple de policiers tués chez eux après avoir été ciblés par un et peut-être deux, l'enquête est en cours, terroristes. Depuis, c'était une vieille revendication que j'ai portée avec d'autres, avec des organisations syndicales. Les policiers et les gendarmes ont eu le droit de porter leur arme hors service. Mais dans la hiérarchie, il y a des services qui ont rajouté des conditions et demandé des rapports et des conditions qui ne sont pas prévues par l'autorisation qui avait été donnée par le ministre Bernard Cazeneuve. Moi, je milite, et je milite parce que je connais bien les policiers et les gendarmes et que c'est une remontée de terrain que j'ai quotidiennement. Je milite par exemple, et ce serait très simple, et ça n'est ni du domaine de la loi ni du domaine du règlement, pour qu'il y ait un statut du policier et du gendarme hors service où on explique aux gens, c'est comme pour conduire une voiture, vous pouvez boire jusqu'à 0,5 g d'alcool et porter votre arme hors service. C'est une vraie interrogation. Est-ce que je peux boire ou pas boire avec mon arme hors service, etc., etc. Bref, on leur donne un droit pour les protéger, mais pour qu'ils puissent se protéger et protéger nos concitoyens en étant primo-intervenants le cas échéant en cas d'attentat sur la voie publique. Mais en même temps, l'administration réduit leur marge d'exercice de cette liberté qu'on leur a donnée par ailleurs. Vous voyez, il y a une forme de confusion et avec à la base, je le rappelle, et vous l'avez souligné, un traumatisme qui malheureusement risque de se répéter. Vous parliez des terroristes, ils nous observent. Je rappelle juste d'un mot qu'en 2017, tous les attentats sauf un étaient contre des forces de sécurité intérieure. François Grosdidier. Et sur cet effet justement de Magnanville, qu'est-ce que ça veut dire? Cet effet de Magnanville est terrible parce que les policiers ont conscience des risques qu'ils prennent pour eux-mêmes. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ces risques étaient transportés à leur famille. Leur famille, souvent, qu'ils délaissent bien malgré eux, parce qu'il y a des rythmes de travail, des travaux supplémentaires qui sont réclamés. Parfois, ils arrivent chez eux en portant leurs problèmes sans pouvoir en parler, ce qui est extrêmement éprouvant. Et en plus, aujourd'hui, leur famille peut être menacée. C'est ce qu'il y a de terrible et ce en quoi les terroristes ont parfaitement atteint leur objectif qui consiste à terroriser. Et dans ce contexte général d'une angoisse créée par la menace terroriste, d'une violence au quotidien, parfois dans les quartiers, parfois même ailleurs, avec des citoyens de plus en plus irascibles, ils se sentent pas soutenus par la hiérarchie, pas soutenus par les magistrats, parfois pas soutenus par les médias, par l'opinion, peut-être à tort, mais c'est leur sentiment. Ils prennent de plus en plus de risques et en ayant l'impression de les prendre pour rien. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut parler de révolution culturelle dans le management de la police, de révolution culturelle dans la magistrature, à la fois sur la procédure et sur la réponse pénale. On a bien compris cette lenteur de la procédure judiciaire. On n'est pas à expérimenter au terme de ce débat, François Grosdidier. Je voudrais quand même aussi, puisque c'est le sens de votre rapport, ces propositions choquent parce que les difficultés, et vous le dites, ne sont pas insurmontables. Peut-être, Michel Boutant, on peut justement avoir des règles de bon sens pour améliorer les conditions d'exercice aujourd'hui de nos forces de sécurité? Moi, j'y crois beaucoup. Les policiers et les gendarmes sont des êtres humains avant tout, qui sont parfois lassés des colibés ou des injures, voire des tentatives de meurtre qui sont exercées sur eux. Et je voudrais vraiment rendre hommage à leur travail, penser à ceux qui sont tombés dans le cadre de leur mission. Je pense à toutes ces familles qui connaissent quand même une vie bien particulière, un peu quand même désorganisée. Et tout ça pour que la paix intérieure de la République soit assurée. Ouais, Louis Capon, ça peut faire Philippe Capon, pardon, ça peut faire un électrochoc justement ce rapport du Sénat? Il faut absolument que ça fasse un électrochoc, qu'il y ait une grande prise de conscience des difficultés que sont celles des policiers. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'est plus attrayant. On a des problèmes de recrutement. Recruter un policier est compliqué. Il y a Magnanville, il y a eu Xavier Juguelet aux Champs-Élysées, malheureusement les attentats tragiques dans lesquels nous avons perdu des collègues. Le métier de policier fait peur. Les collègues policiers se cachent dans leur vie sociale et personnelle et professionnelle. Ils disent à leurs enfants de ne plus dire qu'ils sont policiers. Il faut absolument un accompagnement social de la vie du policier. Le policier, c'est un engagement personnel, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il doit être protégé davantage qu'il l'est actuellement, avec un engagement. Et il faut une loi de programmation budgétaire qui permette une nouvelle LOPSI, qui permette
d'avancer. On ne fera rien sans argent. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dit « j'ai pas d'argent, mais il faut qu'il en trouve » et que le président de la République lui-même prenne bien conscience des difficultés dans lesquelles se trouvent les forces de sécurité régaliennes en France aujourd'hui. Thibault de Montbrial, il faut absolument que l'État investisse dans le régalien, c'est le sens de ce rapport. Dans une société de plus en plus sous tension et les tensions sont multiples, les forces de sécurité intérieure seront les derniers garants de la stabilité de notre République. Il faut absolument que les moyens de long terme, structurels, tactiques, organisationnels soient repensés. Moi, je milite pour ce livre blanc et je pense que ce rapport du Sénat pourrait en être la première pierre. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Eh bien, merci. Merci à vous, Thibault de Montbrial. Merci Philippe Capon. Merci François Grosdidier. Merci à Michel Boutan d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h30 avec Rebecca Fitoussi et son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.